Mon téléphone a sonné par un mardi soir tranquille, sans un bonjour ni un « comment ça va ?» Juste la voix de ma mère, sèche et impatiente, demandant où était son argent, c'était tout. Après un an à couvrir ses factures, ses dettes et toutes les excuses qu'elle inventait pour mon frère, elle m'appelait comme si j'étais une erreur de transaction bancaire. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas excusée, j'ai juste écouté, sentant quelque chose se briser enfin en moi, car cet appel ne m'a pas fait mal, il a tout clarifié, et la vérité derrière tout cela avait commencé bien avant ce moment. Avant que j'explique la suite, cliquez sur « J'aime » et dites-moi en commentaire de quelle ville vous venez si les limites familiales vous ont déjà coûté cher à vous aussi. Je n'ai pas grandi en pensant que ma famille était brisée, de l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quel autre foyer dans une ville tranquille de province, une maison modeste, un petit jardin que ma mère essayait de garder propre, des photos de famille alignées dans le couloir avec des sourires figés de différentes années qui disaient presque la vérité. Ma véritable enfance s'est terminée le matin où mon père est mort, j'avais 6 ans, un instant il était là à s'activer dans la cuisine, remplissant la maison de bruit et de chaleur, et l'instant d'après le monde est devenu silencieux. Après cela, tout semblait vide, comme si notre maison avait trop de pièces et pas assez d'air. Ma mère, Isabelle, a survécu comme certaines personnes le font, en fermant des parties d'elle-même peu de temps après avoir rencontré Philippe. Il n'était ni bruyant ni charmant, mais il remarquait les choses, il remarquait quand j'arrêtais de parler au milieu d'une phrase, il remarquait quand je commençais à faire ma propre lessive avant même d'être assez grande pour atteindre confortablement les machines. Quand mon frère Théo est né, le centre de gravité de notre maison a basculé, ce n'était pas dramatique au début, juste de petites choses, mes besoins sont devenus flexibles, les siens sont devenus urgents, les heures des repas tournaient autour de ses humeurs, les week-ends tournaient autour de ses intérêts. J'ai appris très tôt que si je voulais la paix, je devais être facile à vivre. Philippe essayait de garder un certain équilibre, il venait à mes événements scolaires, me conduisait à mes cours de judo, s'asseyait sur des chaises pliantes inconfortables juste pour que je ne scannais pas la salle en me sentant oubliée. Ma mère disait qu'elle appréciait, mais ses actions ne changeaient jamais, Théo était sensible, Théo était spécial, Théo avait besoin de plus. À l'adolescence, j'avais compris les règles même si personne ne les avait dites à voix haute, on attendait de moi que je sois capable, autonome, reconnaissante pour des miettes d'attention, alors que Théo avait le droit de se laisser porter. Je suis partie pour la fac avec une valise pleine de vêtements et la promesse silencieuse que je n'aurais besoin de la permission de personne pour construire ma vie. J'ai enchaîné les jobs étudiants, sauté les voyages que je ne pouvais pas me permettre et appris à être stable. Philippe était fier de moi d'une manière qu'il n'exprimait jamais directement, ma mère tolérait mon indépendance. Quand Philippe est mort subitement des années plus tard, j'ai eu l'impression de perdre mon père une seconde fois, mais cette fois, j'ai vu les conséquences clairement, sans lui, il n'y avait plus de tampon, plus de voix pour rappeler à ma mère qu'elle avait 2 enfants. C'est là que les appels ont commencé, de petites demandes au début, puis des régulières, je suis intervenue sans hésiter parce que c'est ce que j'avais toujours fait, et pendant un moment, je me suis dit que c'était temporaire. Après le décès de Philippe, la maison semblait plus petite à chaque visite, pas physiquement, mais émotionnellement, les murs étaient les mêmes mais l'air était plus lourd, épais d'attente non dite. Ma mère a arrêté de demander comment j'allais, à la place, elle demandait si j'avais eu l'occasion d'aider ce mois-ci, c'était toujours présenté doucement, comme un service, mais les services ne se répètent pas selon un calendrier fixe. Je me disais que c'était logique, elle était plus âgée maintenant, veuve à nouveau, Théo se cherchait encore, cette phrase était devenue son bouclier. Chaque fois que je demandais pourquoi il ne travaillait pas, pourquoi il vivait toujours à la maison, pourquoi il semblait si à l'aise à ne rien faire, elle avait une réponse prête, il était stressé, il était sensible, le monde n'était pas fait pour quelqu'un comme lui. Alors je suis intervenue. Au début c'était juste pour couvrir quelques factures, puis c'est devenu des virements réguliers, je réparais des choses dans la maison que Philippe aurait gérées sans y penser à 2 fois, quand le frigo a lâché je l'ai remplacé, quand le toit fuyait j'ai payé les réparations. Je ne l'ai pas annoncé, je n'ai pas demandé de reconnaissance, j'ai juste fait ce qu'il fallait faire comme je l'avais toujours fait. Théo reconnaissait à peine tout cela, il dormait tard, jouait aux jeux vidéo, parlait de projets qui ne semblaient jamais se concrétiser. Lors des réunions de famille, il faisait défiler son téléphone pendant que ma mère rôdait à proximité, prête à le défendre contre des questions que personne n'avait même posées, et si je laissais entendre qu'il pourrait peut-être aider, son ton changeait instantanément. « Tu ne le comprends pas » disait-elle, «
tu ne l'as jamais compris. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir quelque chose de plus profond que l'épuisement, ce n'était pas encore de la colère, c'était une brûlure sourde et constante, le sentiment que j'étais discrètement repositionnée non pas comme une fille, mais comme une ressource. Le point de rupture n'est pas arrivé avec un cri ou une bagarre, il est venu lors d'un après-midi ordinaire au cours d'une visite censée être rapide. Ma mère organisait de la paperasse sur la table de la cuisine, des piles d'enveloppes étalées comme si elle préparait quelque chose d'important. J'ai demandé sur quoi elle travaillait, juste de la mise en ordre, a-t-elle dit sans lever les yeux, mais quelque chose dans sa façon de le dire m'a noué l'estomac. J'ai insisté doucement et c'est là qu'elle a mentionné le testament, pas formellement, presque avec désinvolture, elle a expliqué que tout irait à Théo un jour, la maison, les économies restantes, tout. Elle a dit ça comme si c'était évident, comme si cela ne nécessitait aucune explication, j'ai attendu la suite, la partie où elle me mentionnerait, mais elle ne l'a pas fait. Quand j'ai demandé prudemment, calmement, elle a soupiré et m'a dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter parce que je m'en sortais bien, Théo, en revanche, aurait besoin de stabilité, de soutien, de protection. À ce moment-là, des années de petits sacrifices se sont alignés dans mon esprit comme des preuves que j'avais ignorées, les paiements, les réparations, la charge émotionnelle, je n'aidais pas parce qu'on avait besoin de moi, j'aidais parce qu'on l'attendait de moi, et soudain c'était clair, ce n'était pas une question d'amour ou d'équité, c'était une question de privilège perçu comme un dû. Je n'ai pas réagi comme elle s'y attendait probablement, il n'y a pas eu de dispute, pas de voix haussée, pas de sortie théâtrale, j'ai hoché la tête, je l'ai aidé à empiler les papiers en tas ordonnés et j'ai fini la visite comme si de rien n'était. Sur le trajet du retour, j'ai à peine allumé la radio, j'avais besoin de silence, j'avais besoin d'entendre mes propres pensées sans que sa voix ne les réorganise. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à rejouer la conversation, pas les mots eux-mêmes mais le ton, la certitude, la façon dont elle avait déjà décidé de mon rôle dans la famille sans jamais me demander si j'étais d'accord, et j'ai réalisé quelque chose qui a rendu ma poitrine étrangement calme. J'agissais comme une solution temporaire à un problème permanent. Quelques jours plus tard, je suis retournée la voir, je me suis dit que j'avais besoin de clarté même si une partie de moi savait déjà ce que j'allais entendre. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même où je faisais mes devoirs étant enfant pendant qu'elle tournait autour de Théo, et je lui ai demandé directement cette fois si elle croyait vraiment que tout lui laissé à lui était juste. Elle n'a pas hésité, tu es plus forte, a-t-elle dit, tu l'as toujours été, tu t'en sortiras. Je lui ai demandé si elle comprenait ce que cela signifiait, que je payais les factures, couvrais les coûts, intervenait chaque fois que quelque chose cassait ou allait mal, elle a balayé ça de la main comme si je listais des corvées au lieu de sacrifices. C'est différent, a-t-elle dit, tu as choisi d'aider. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est effondré en moi, pas bruyamment, pas violemment, juste un glissement interne silencieux comme une poutre porteuse cédant enfin après des années de pression. Je lui ai posé une dernière question, si elle nous aimait de la même façon, elle n'a pas répondu tout de suite, et quand elle l'a fait, ses mots ont atterri net et tranchants, elle a dit que personne n'avait plus besoin d'elle que lui, que son amour était différent parce que la situation était différente. Elle n'a pas dit qu'elle m'aimait moins, elle n'avait pas à le faire, je suis partie sans dire au revoir. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fixé le virement mensuel que j'avais mis en place après la mort de Philippe, le chiffre n'était pas petit mais ce n'était pas le montant qui comptait, c'était ce qu'il représentait, permission, attente, contrôle. J'ai hésité au-dessus de l'écran plus longtemps que prévu, pas parce que je n'étais pas sûre, mais parce que je me laissais sentir le poids de la décision, puis je l'ai annulée. Pas d'annonce, pas d'avertissement, je n'ai pas appelé ma mère ni envoyé de texto à mon frère, je n'ai rien expliqué, j'ai simplement arrêté. Le silence qui a suivi semblait inconnu, presque dangereux, comme le moment après avoir quitté la terre ferme, mais sous cette peur, il y avait quelque chose de plus stable, le soulagement. Pour la première fois, je ne réagissais pas, je choisissais, et je savais qu'il ne leur faudrait pas longtemps pour le remarquer. Cela a pris exactement 1 mois, pas 3 semaines, pas 6, 30 jours jour pour jour après avoir annulé les paiements, mon téléphone s'est allumé pendant que je préparais le dîner. Je m'en souviens parce que la poêle grésillait, l'huile crépitait doucement, l'odeur de l'ail remplissait mon appartement, et pour la première fois depuis longtemps, je cuisinais sans me presser, sans calculer mentalement quelle facture allait arriver ensuite. J'ai failli ne pas répondre, le nom sur l'écran était là comme un défi, j'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai décroché. « Où est mon argent ?» a dit ma mère, pas de salutation, pas de pause,
pas de chaleur, juste cette question, vive et immédiate, comme si j'avais échoué à effectuer une transaction. Je suis resté là, le téléphone pressé contre mon oreille, écoutant ma propre respiration. En arrière-plan je pouvais entendre les sons familiers de sa maison, une télévision trop forte, le léger tintement d'une bouteille qu'on pose, quelqu'un d'autre était là. Je n'ai pas reçu le virement, a-t-elle continué, l'irritation s'insinuant dans sa voix, il doit y avoir un problème avec ta banque. C'était là, pas de « est-ce que tu vas bien ?» pas de « est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» juste la supposition que l'argent viendrait, qu'il viendrait toujours. Il n'y a pas de problème, ai-je dit, le silence qui a suivi était épais, je l'imaginais cligner des yeux, recalibrer. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé, j'ai des factures à payer. J'ai annulé le virement, ai-je répondu. Sa respiration s'est bloquée très légèrement, puis la colère s'est engouffrée pour combler le vide. Tu as quoi? Sa voix est montée, tu ne peux pas juste faire ça, on dépend de cet argent, nous. J'ai baissé les yeux vers ma cuisinière et j'ai éteint le brûleur, la nourriture pouvait attendre, ceci ne pouvait pas, j'aidais parce que je le choisissais, ai-je dit, je ne le fais plus. Son ton a changé instantanément, fini l'irritation, à sa place est venu quelque chose de familier, quelque chose de répété, la voix blessée, Camille, tu sais que ton frère traverse une période difficile, a-t-elle dit, ce n'est pas à propos de toi. J'ai failli rire tellement c'était prévisible, non, ai-je dit calmement, c'est exactement à propos de moi. C'est alors que la voix de Théo a coupé la conversation, lointaine mais inconfondable, il était assez prêt pour entendre, assez prêt pour commenter, c'est quoi son problème maintenant? A-t-il marmonné, ma mère n'avait même pas baissé le téléphone. Ne commence pas, lui a-t-elle lancé sèchement, puis elle a reporté son attention sur moi. Tu fais ta dramatique, c'est la famille s'entraide. La famille ne rédige pas un testament pour déshériter un enfant et s'attendre à ce que cet enfant finance les conséquences, ai-je dit, ça a fait mouche. Sa voix s'est durcie, tu as fouillé dans mes affaires, tu m'as dit que. J'ai dit ça comme si ce n'était rien, elle a expiré brusquement, j'ai fait ce que j'avais à faire, Théo a besoin de sécurité. Et moi non, ai-je demandé. Il y a eu une pause, pas parce qu'elle ne comprenait pas la question, mais parce qu'elle ne voulait pas y répondre. Tu t'en sors bien, a-t-elle fini par dire, tu as un bon travail, tu es indépendante, tu l'as toujours été. J'ai fermé les yeux, ce n'était pas un accident, ai-je dit, c'était de la survie. Elle a ricané, oh, ne transforme pas ça en quelque chose que ce n'est pas, Théo a ri en arrière-plan, un petit son dédaigneux, tu te crois toujours meilleur que tout le monde, a-t-il dit, comme si on te devait quelque chose. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, pas de la colère, de la certitude, je ne me crois pas meilleur, ai-je dit, je pense juste que j'ai fini. C'est là que ma mère a craqué, après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle crié, c'est comme ça que tu me rembourses. Je me suis appuyée contre le comptoir pour me stabiliser, dis-moi, ai-je dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi exactement ces derniers temps? Elle a bafouillé, les mots s'emmêlant les uns dans les autres, puis elle a retrouvé son équilibre, je t'ai donné la vie, a-t-elle dit, je t'ai élevé. Et je me suis élevée moi-même, ai-je répondu, tu m'as appris à disparaître silencieusement, félicitations, j'ai retenu la leçon. Sa voix est devenue basse et dangereuse, tu es égoïste. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir, non, ai-je dit, je pose des limites. Il y a eu du mouvement de son côté de la ligne, une porte qui s'ouvre, des pas, puis une autre voix s'est jointe, vive et intrusive, c'est Camille? A demandé Léa, oh mon Dieu, c'est pour l'argent? J'ai refermé les yeux, bien sûr qu'elle était là. Elle pense qu'elle peut juste nous couper les vivres, a dit ma mère comme si je n'écoutais pas Léa Harry, c'est dégueulasse, Théo comptait le dessus. Il comptait le dessus comme si c'était un revenu, comme si c'était dû. C'est exactement le problème, ai-je dit, vous comptiez sur quelque chose qui n'a jamais été à vous, vous détruisez cette famille. Ma mère a dit non, j'ai répondu, si, vous l'avez déjà fait, j'ai juste arrêté de payer pour ça. Sa respiration est devenue irrégulière, je pouvais entendre la panique percer enfin à travers son sentiment de droit divin. Tu ne peux pas nous abandonner, a-t-elle dit, qu'est-ce qu'on est censé faire? J'ai pensé à toutes les nuits où je m'étais privée de choses que je voulais pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils exigeaient, aux vacances qu'ils prenaient pendant que je restais chez moi, aux réparations que je payais pendant que Théo dormait jusqu'à midi. Vous avez une maison, ai-je dit, vous avez des choix, tu as le fils que tu as choisi.
C'était la chose à ne pas dire. Je ne t'ai jamais aimé comme je l'aime lui, a-t-elle craché, il a besoin de moi, toi jamais. Les mots n'ont pas frappé comme ils l'auraient fait il y a un an ou même un mois, ils ne m'ont pas brisé, ils m'ont libéré. Alors tout s'explique, ai-je dit doucement, tu as fait ton choix, maintenant vis avec. Elle a commencé à pleurer alors, de grands sanglots dramatiques, le genre fait pour ramener les gens vers soi. Tu es sans cœur, a-t-elle dit entre deux hoquets, après tous mes sacrifices. J'ai attendu que les pleurs ralentissent, ne m'appelle plus, ai-je dit, je ne suis pas ton plan B, je ne suis pas ta banque et je ne suis pas responsable de réparer ce que tu refuses d'affronter. Elle a hurlé mon nom alors que j'éloignais le téléphone, j'ai raccroché. L'appartement était silencieux à l'exception du ronronnement du réfrigérateur, mon dîner restait intact, refroidissant dans la poêle, je suis resté là un long moment, le téléphone toujours à la main, m'attendant à moitié à ce qu'il sonne à nouveau. Il l'a fait, des messages textes cette fois, l'un après l'autre, accusations, culpabilité, menaces. Théo en a envoyé un aussi, me disant que je détruisais tout, que maman pleurait à cause de moi. Je les ai bloqués, tous. Je me suis assise à ma petite table de cuisine et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, pas du triomphe, pas de la vengeance, mais la paix, ils avaient perdu le contrôle et j'avais récupéré ma vie. Les semaines après cet appel ont été plus calmes que je ne l'imaginais, pas un calme vide, il n'y avait plus de demandes soudaines, plus de culpabilité tardive déguisée en inquiétude, mon téléphone restait immobile. Au début, je continuais de le vérifier par habitude, comme si mon corps n'avait pas encore rattrapé la décision que mon esprit avait déjà prise. J'ai entendu des bribes par des proches bien intentionnés, la maison semblait plus lourde sans mon argent pour la soutenir, les réparations étaient repoussées, les projets soudainement en suspens, ma mère se plaignait que les choses étaient dures, que la vie était devenue injuste, Théo se cherchait encore. Rien chez eux n'avait changé sauf une chose, je ne portais plus tout ça. J'ai redirigé l'argent que j'envoyais chaque mois vers mon propre avenir, pas impulsivement mais intentionnellement, un compte épargne à mon nom, des objectifs qui n'impliquaient le sauvetage de personne. Le soulagement n'était ni bruyant ni dramatique, il se manifestait de petites manières, je dormais toute la nuit, je cuisinais sans anxiété, j'arrêtais de me crisper avant d'ouvrir mes messages. Un soir, j'ai trouvé une vieille photo glissée au fond d'un tiroir, Philippe et moi debout devant cette maison il y a des années, son bras autour de mon épaule, son sourire fier mais discret, j'ai réalisé quelque chose alors, il ne m'avait pas protégé pour que je continue à me sacrifier, il m'avait protégé pour que je puisse éventuellement faire de meilleurs choix. Je ne me sentais plus coupable, la culpabilité ne fonctionne que lorsque vous croyez que vous devez à quelqu'un l'accès à votre vie, ce n'était pas mon cas, j'avais assez donné. Lâcher prise ne m'a pas rendu cruel, cela m'a rendu honnête, et l'honnêteté, il s'avère, est plus légère que l'obligation. Partir ne m'a pas rendu sans cœur, cela m'a rendu libre. L'amour ne se mesure pas à ce que vous donnez jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et poser des limites n'est pas une vengeance, c'est de la survie. Si cette histoire vous semble inconfortablement familière, vous n'êtes pas faible, et vous n'êtes certainement pas seul, parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de payer le prix pour les choix de quelqu'un d'autre.